Bien, bonjour, on est le samedi 20 janvier 2024. Donc, comme promis à mes étudiants qui étaient absents aujourd'hui pour des raisons climatiques, donc ils n'ont pas pu assister au cours qui a lieu jeudi et vendredi, je vais essayer de reprendre l'essentiel. Donc la séquence d'aujourd'hui, elle s'adresse principalement aux étudiants donc inscrits en DCG UE6 Finance d'entreprise. Et il sera question aujourd'hui du fonds de roulement normatif, ou si vous préférez, le BFRE moyen ou le BFRE normatif. Donc avant de... Alors j'aimerais d'abord vous rappeler que j'ai déjà l'année passée fait une séquence. Je vais essayer aujourd'hui de la synthétiser pour ne retenir que le plus important pour ce qui est de la préparation donc à cette épreuve du E6. Et je vais finir avec un exemple qui va reprendre à peu près les éléments importants. Et vous saurez ainsi calculer à la fin de cette séquence, normalement, vous saurez tous calculer ce qu'on appelle un fonds de roulement normatif ou un BFRE moyen. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est encore une fois éviter donc l'attitude passive qui consiste à, si vous voulez, à simplement se contenter de visionner la vidéo. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un stylo, éventuellement de faire des notations, de prendre des notes. Et lorsque j'aborderai la partie calculatoire, donc pour ce qui est d'un exercice que, bien sûr, j'écris au tableau, je vais vous demander quand même, avant de quasiment parcourir le corrigé, de surtout essayer de le faire. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, je vais peut-être prendre le temps de l'explication. Donc, mes vidéos, encore une fois, sont toujours un tout petit peu trop longues. Mais je pense que l'intérêt, c'est surtout de vous donner le maximum d'éléments afin que la séance soit utile. Alors, bien entendu, s'il y a des éléments que vous maîtrisez déjà, je vous invite effectivement à dérouler la vidéo de façon plus rapide afin d'aller directement à l'essentiel. Alors, d'abord, dans le cadre, on a déjà vu dans le cadre lorsqu'on a établi le bilan fonctionnel, on a déjà parlé donc, du BFR, du besoin au fonds de roulement, bien sûr qui naît de quoi? Du décalage entre les stocks, les créances et les dettes, d'accord? Donc ça c'est le BFR de façon générale. Et on a vu que dans le cadre du bilan fonctionnel, le BFR se décomposait en deux parties. C'est le BFR, donc E, besoin en fonds de roulement d'exploitation, et bien sûr le besoin en fonds de roulement hors exploitation, donc BFR HE. Dans la séquence d'aujourd'hui, puisque le processus va porter simplement sur le cycle d'exploitation, bien sûr on va simplement s'attacher aux besoins en fonds de roulement d'exploitation, c'est-à-dire le BFR E. Et on va donc calculer ce qu'on appelle le BFR E moyen ou le fonds de roulement normatif. Alors bien sûr, quelle est la différence entre les deux? Alors bien entendu, je reviendrai là-dessus dans le cadre de la séquence précédente, lorsqu'on a abordé le bilan fonctionnel. À un moment donné, on a établi des ratios. On a établi des ratios poste par poste. Donc, on a parlé de la rotation des stocks, durée de crédit accordé aux clients, durée obtenue auprès des fournisseurs, etc., etc. Donc tout ça, je reviendrai là-dessus, mais c'est une thématique qui, normalement, a été traitée dans les cours précédents. Alors, pourquoi le BFR normatif? Pourquoi le fonds de roulement normatif? Il faut savoir que le BFR en soi, il est bien sûr extrait, c'est un calcul qui est figé, qui est statique, qui a été effectué à une date donnée. Par exemple, vous prenez votre bilan, vous prenez votre compte de résultat, vous établissez donc un bilan fonctionnel, et à partir de là, vous calculez votre BFR, BFRE, BFRHE. Mais le problème, c'est que
l'activité d'une entreprise, elle n'est pas la même en décembre, elle n'est pas la même en octobre, elle n'est pas la même en janvier, il y a ce qu'on appelle un phénomène de saisonnalité. Et puis les divers postes n'ont pas la même incidence, n'ont pas le même poids par rapport aux besoins en fonds de roulement. Donc en fait, c'est comme, ça doit vous parler lorsque vous parlez de, vous passez un examen, vous avez des matières. Alors bien sûr, si toutes les matières se valent, on fait une moyenne arithmétique simple, on additionne toutes les notes et on divise par le nombre de notes. Mais lorsque vous avez des matières qui ont des coefficients différents, c'est-à-dire vous allez forcément jouer sur la pondération. C'est-à-dire par exemple l'épreuve de finance a un coefficient de 3, l'épreuve de contrôle-gestion a un coefficient de 2, donc forcément le poids va jouer sur la moyenne générale. Donc en fait le besoin en fonds de roulement moyen, c'est exactement ce qui va se passer. Donc on va s'intéresser à donc simplement, principalement au cycle d'exploitation. Alors pourquoi le cycle d'exploitation? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle cycle d'exploitation? Nous avons si on prend par exemple une entreprise industrielle ou industrielle et en même temps commerciale, bien sûr elle est amenée à effectuer les opérations suivantes. Elle peut effectivement, elle va acheter au départ, donc elle va acquérir des éléments, de la matière première, des marchandises. Et bien sûr, toute cette matière première va subir une transformation dans un cycle de production. Donc si vous voulez, en bout de chaîne, vous aurez ce qu'on appelle le produit final, où vous aurez les marchandises à la fin qui seront vendues. Donc là, on va procéder à l'encaissement. En fait, comme on l'a dit précédemment, lorsque vous avez forcément une créance auprès d'un client et vous avez une dette auprès d'un fournisseur, les délais ne sont pas forcément les mêmes. Il y a forcément un décalage entre l'encaissement, entre le paiement fait par le client et bien sûr le paiement fait en direction du fournisseur. Donc ce décalage-là, bien sûr à ça il faut rajouter les stocks, ce décalage-là, bien sûr, à partir de ce décalage-là va naître ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement, un besoin de financement. Alors bien sûr, le besoin de financement, il dépend de plusieurs éléments. Il dépend, de la longueur du cycle de production, d'accord, qui dépend lui-même de la durée d'écoulement des stocks. Mais une entreprise, plus elle a de stocks, plus elle a besoin de financement. Donc en fait, la fréquence à laquelle les stocks vont quitter l'entreprise est un élément important. Donc en fait, l'idée, c'est de réduire au minimum l'immobilisation des stocks, parce que c'est de l'argent effectivement que l'entreprise n'a pas. Autrement dit, elle crée des besoins en stockant, ces besoins augmentent et donc forcément elle a besoin de ressources pour cela. Et bien sûr, il y a aussi la durée du processus de production. Lorsque vous mettez de la matière première pour sortir des produits finis, il va se passer pas mal de temps. Donc cette durée-là a une incidence sur bien entendu les besoins de financement et bien sûr la durée du crédit accordé donc au client. Donc ça c'est la partie besoin. De l'autre côté, on peut avoir effectivement des ressources. Alors bien sûr, il y a la durée des crédits obtenus des fournisseurs. Donc chaque fois que vous ne payez pas un fournisseur, c'est une ressource potentielle. C'est de l'argent que vous n'avez pas sorti, donc c'est de l'argent que vous possédez encore. D'accord? À la différence d'une créance, c'est de l'argent que vous n'avez pas. Donc c'est un besoin. Okay. Vous avez aussi, bien sûr, l'évolution. Vous avez d'autres éléments qui vont effectivement être assimilés à des ressources. Par exemple, tout ce qui est relatif, bien sûr, à l'exploitation. Ça va être bien sûr la TVA. Dans le cas des ressources, c'est la TVA qui est bien sûr, collectée. Alors que dans le premier cycle, on peut rajouter pour les stocks créance client, on peut rajouter la TVA déductible qui, elle, est, un besoin. Donc la TVA collectée est forcément une ressource. Nous avons bien sûr les salaires. Vous savez qu'un salarié qui va travailler va produire, mais entre le moment où il sera payé avec tout le travail qu'il aura fait, il y a forcément aussi un décalage. Donc il y a les salaires, il y a aussi, donc ça devient aussi une ressource. Il y a aussi les charges sociales. Lorsque une entreprise, elle va payer
payer donc des charges salariales, elle va payer des charges patronales, et bien sûr, elles ne sont pas dues en début d'exercice, donc il y a aussi un délai qui est accordé, donc il y a une ressource potentielle au niveau des salaires et des charges sociales. Donc si on énumère, déjà, après on va expliquer comment on calcule comment on calcule un fonds de roulement normatif. D'abord, si on essaie de visionner les grandes lignes, c'est ça qui est important. Nous avons d'un côté tout ce qui est besoin, et nous avons de l'autre côté tout ce qui est ressources. Ou si vous préférez, on a d'un côté les emplois, et de l'autre côté les ressources. Ou alors, dit autrement, on a d'un côté les besoins et de l'autre côté les dégagements. Alors, tout ce que l'on va mettre du côté des besoins, c'est les stocks. Alors, quand je dis les stocks, c'est au pluriel. Ça peut être les stocks de matières premières, stock de produits finis, stock de marchandises, stock de produits finis, stock d'encours. Voilà pour les stocks. Ensuite, nous avons les créances clients. Nous avons créances clients. Ensuite, nous avons la TVA collectée. TVA déductible. Donc ça, c'est pour la partie emploi. De l'autre côté, partie ressources ou partie dégagement, on aura quoi? On aura les délais donc accordés obtenus auprès des fournisseurs. Donc délais fournisseurs. Nous aurons, comment dirais-je, la TVA collectée. Nous aurons les salaires, nous aurons les charges sociales. Alors après, dans la rubrique TVA déductible, TVA collectée, lorsque bien sûr les dates de paiement sont identiques et que le taux de TVA est identique, on peut directement calculer la TVA à décaisser, qui sera la différence donc entre la TVA collectée et la TVA et la TVA déductible. D'accord? Alors maintenant, on va donc mettre en place les étapes pour justement calculer ce fonds de roulement normatif. Mais j'aimerais d'abord vous dire que la séquence d'aujourd'hui, elle portera sur une méthode, d'accord, sur une méthode. Donc je vais me baser sur la méthode, donc la méthode des experts comptables. Donc la méthode des experts comptables. Et comment dirais-je, avant de faire ça, on va énumérer, pour que ce calcul-là ait un sens, il faut bien sûr au départ fixer trois hypothèses importantes, d'accord, qu'il faut absolument bien saisir. D'abord, donc l'évaluation du fonds de roulement normatif, n'est-ce pas? Il est basé sur trois hypothèses fondamentales. Je les énumère. La première, l'activité est uniformément répartie dans le temps. Autrement dit, on va raisonner sur une période de 12 mois, c'est-à-dire avec des mois de 30 jours. Donc, répartition uniforme dans le temps. Deuxième hypothèse importante, le temps moyen de chaque poste du BFRE est directement proportionnel au chiffre d'affaires hors taxe. Alors après, on va énumérer les postes du BFRE. Ça va être les stocks, clients, dette fournisseurs, après on va introduire la TVA, après on va introduire les salaires, les charges sociales, etc. Donc, le montant moyen de chaque poste du BFRE est directement proportionnel au chiffre d'affaires hors taxe. C'est-à-dire que lorsque vous faites le ratio
montant du BFRE moyen du poste sur le chiffre d'affaires hors taxe, vous trouvez un réel K qu'on appelle un coefficient de proportionnalité. Troisième hypothèse, on admet que les coefficients de proportionnalité restent constants dès lors que les conditions d'exploitation ne subissent pas de modifications notables. Donc voilà à peu près pour l'introduction du cycle du cycle d'exploitation, avec bien sûr pour prolongement l'évaluation du BFRE moyen, donc par la méthode des experts comptables. Je ne vais pas raisonner de façon globale ou de façon poste par poste. On va directement rentrer dans le vif du sujet parce que dans les examens, c'est cette méthode-là qui prévaut. Donc on va apprendre à faire deux choses. On va d'abord apprendre à calculer le temps d'écoulement. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et on va apprendre à calculer ce qu'on appelle les coefficients de structure, ou les ratios de structure, ou les coefficients de proportionnalité. Ces coefficients-là vont mesurer le poids de chaque poste. C'est ça qui est important. Je reviens à ma moyenne tout à l'heure, où vous avez une personne qui va passer des épreuves, et chaque épreuve, elle a un coefficient. Et là, c'est pareil, nos durées, chaque poste sera pondéré par un coefficient. Bien sûr, on va garder une norme, c'est pour ça qu'on l'appelle fond de roulement normatif. On va s'appuyer sur une norme, on va prendre donc si vous voulez une assise qui est toujours le chiffre d'affaires annuel hors taxe. Alors bien sûr, on raisonne en chiffre d'affaires annuel, on peut raisonner aussi en chiffre journalier, mais je dis de façon générale, chiffre d'affaires annuel ou chiffre d'affaires tout simplement hors taxe. Alors donc maintenant, pour mettre en place donc la méthode des experts comptables, il faut savoir ceci. Donc cette méthode, bien sûr, elle va nous servir, elle va servir de base pour effectuer ce qu'on appelle une prévision pour les chiffres d'affaires futurs. Autrement dit, l'idée, c'est de trouver ce qu'on appelle un fond de roulement normatif qui nous permettra, à partir de données prévisionnelles par la suite, de pouvoir mesurer ou de pouvoir calculer notre besoin en fond de roulement. Alors, il faut savoir ceci, donc le BFRE moyen, d'accord, le montant moyen donc, de chaque poste, donc le BFRE moyen de chaque poste, sera toujours exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires hors taxe. D'accord? Donc le BFRE moyen de chaque poste sera exprimé en nombre de jours, en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour y parvenir, d'accord, pour trouver ce nombre moyen, ce BFR moyen, donc exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires hors taxe, il faut suivre le processus suivant. Premièrement, vous prenez n'importe quel poste, donc n'importe quel poste du BFRE, le poste stock de marchandises, stock de matières premières, le poste client, le poste fournisseur, le poste salaire, peu importe. D'accord ? Vous allez d'abord calculer ce qu'on appelle le temps d'écoulement. Donc j'écris TE, temps d'écoulement. Le temps d'écoulement sera exprimé en jours. D'accord ? Donc pour chaque poste, je vais vous montrer après comment on calcule ce temps d'écoulement. Dans certains cas, il est donné, et dans certains cas, il faut le calculer. Alors, temps d'écoulement. Ensuite, vous allez calculer ce qu'on appelle le coefficient de structure, ou le ratio de structure, ou le coefficient de proportionnalité. Autrement dit, pour chaque poste du BFR. Donc, le coefficient de structure. Donc, temps d'écoulement, coefficient de structure.
Alors je vous rappelle que le coefficient donc, de structure d'un poste, ou donc ratio de structure, il mesure l'importance de ce poste par rapport au chiffre d'affaires hors taxe. On verra tout à l'heure comment on le calcule. On verra qu'il se calcule en faisant donc un rapport entre le montant moyen, le montant annuel du poste divisé toujours par le chiffre d'affaires hors taxe. Ça, je le dirai tout à l'heure. Une fois que j'ai calculé le temps d'écoulement en jours, une fois que j'ai calculé le coefficient de structure, d'accord, en faisant le rapport entre le flux annuel du poste et le chiffre d'affaires hors taxe, je vais ensuite faire le produit des deux. Je vais donc multiplier ce nombre-là par ce nombre-là. Et là, en fait, ce produit-là va me convertir cette durée d'écoulement ici en jours. Je vais l'exprimer ici en nombre de jours de chiffre d'affaires hors taxe. Lorsque je vais multiplier TE par CE, admettons que je trouve ici 30 jours, eh bien 30 jours, ça voudra dire 30 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Autrement dit, le BFRE de ce poste, le BFRE moyen de ce poste, représente 30 jours du chiffre d'affaires annuel hors taxe. Voilà. Maintenant, on va s'évertuer à calculer TE, on va s'évertuer à calculer CS, et bien entendu, l'opération sera très simple. Alors, juste pour finir, en fait, ici, on va disposer d'un tableau. Le tableau, il aura cette allure-là. Il aura cette présentation-là. En fait, vous aurez ici les postes. Là, nous avons les postes. Alors, je fais très simple. Là, vous avez le poste stock. Ça continue. Là, vous avez le poste fournisseur. Ça continue. Là, vous allez calculer le temps d'écoulement de chaque poste. Vous allez calculer le coefficient de structure de chaque poste. Donc, temps d'écoulement de chaque poste, coefficient de structure de chaque poste. Et là, vous aurez ce qu'on appelle votre tableau dans lequel vous allez repérer donc tout ce qui est besoin et tout ce qui est dégagement. Ou si vous préférez, tout ce qui est emploi et ressources. Vous avez compris. Vous allez donc ici, admettons que là j'ai TE1 et là j'ai CS1. Et bien je vais faire TE1. Je vais faire TE1 fois CS1, mais comme les stocks, c'est un élément d'actif, bien sûr, c'est un besoin. Donc là, le résultat TE1 fois CS1, je le mettrai en besoin. TE1 fois CS1. Et là, j'obtiendrai quoi? Là, j'aurai converti la durée d'écoulement en nombre de jours de chiffre d'affaires hors taxe. J'aurais converti ce nombre de jours en un nombre de jours de chiffre d'affaires hors taxe. Et bien sûr, je le mets côté besoin. Donc je continue, etc. Donc là, c'est pareil. Tous mes besoins, ils sont là. Pardon. Je fais mes produits. Donc tous mes besoins sont là. Et je passe à cette rubrique-là. Donc admettons que là, ça soit TE, je sais pas moi, TE5. Et là, CS5. Donc là, j'aurai bien sûr, comme c'était fournisseur, ça sera donc une ressource, donc un dégagement. Et là, j'écris TE5 que multiplie CS5. Et là, bien sûr, tout cela, ce sera des dégagements. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais le total des besoins, je fais le total des ressources, et je fais la différence.
Admettons que là, je trouve, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, admettons que là, je trouve 120 jours, et là, je trouve 80 jours. Eh ben, je ferai la différence et je dirais que mon besoin en fond de roulement normatif est égal à 120 moins 80, il est égal à 40 jours, bien sûr 40 jours de chiffre d'affaires. Si je veux l'évaluer en euros, eh ben, si je veux l'évaluer en euros, je n'ai qu'à multiplier, admettons que mon chiffre d'affaires soit CA acheté, si je veux évaluer donc ce fonds de roulement normatif exprimé en jours, et je veux l'évaluer en euros, je vais faire tout simplement 40, n'est-ce pas, 40 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxe, divisé par combien? 360. La règle de 3, vous l'avez compris, hein. Quand je divise le chiffre d'affaires hors taxe annuel par 360, ça me donne le chiffre d'affaires pour un jour, et je multiplie par 40 pour trouver le fonds de roulement normatif, bien entendu, en euros. Après, je peux le calculer sur en pourcentage, en faisant tout simplement la valeur que j'ai trouvée ici, divisée par le chiffre d'affaires hors taxe fois 100, et ça me donnera donc le fonds de roulement normatif en pourcentage. Tout ça, on le verra dans un exemple juste après. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule TE, dans quelle situation on les calcule, comment on calcule CS, et on va prendre un exemple numérique que je vais bien sûr inscrire au tableau. Je vais vous demander de prendre l'énoncé et on va essayer de le traiter ensemble si vous voulez bien. Alors, dans un premier temps, on va donner l'expression générale du temps d'écoulement. Donc le temps d'écoulement, que j'écris TE, est toujours égal, donc ça il faut l'apprendre, est toujours égal au montant moyen du poste divisé par le montant ou le flux annuel du poste. Donc ça, c'est la définition générale. Juste à titre d'exemple, si vous avez bien entendu à calculer le temps d'écoulement du stock de marchandises, donc c'est le poste marchandise. Donc, le temps d'écoulement, ça va être quoi pour le poste marchandise? Donc, c'est le montant moyen du poste, donc c'est le stock moyen de marchandises, qui se calcule comment? Stock initial plus stock final divisé par 2, ça c'est le stock moyen de marchandises, divisé bien entendu par le flux annuel du poste, qui est associé aux marchandises. Attention, c'est le coût d'achat des marchandises vendues. Et je vous rappelle ce que c'est, le coût d'achat des marchandises vendues, d'accord? C'est achat de marchandises plus variation de stock. D'accord? Donc voilà un exemple de TE. Bien sûr, multiplié par 360. Et vous avez ainsi le temps d'écoulement de ce poste en jours. D'accord. Si je prends par exemple le poste client, le montant moyen de ce poste, c'est quoi? C'est les créances clients. D'accord. Plus les effets à recevoir. D'accord. Plus les effets escomptés non échus, moins les acomptes qui ont été, les avances qui ont été obtenues. D'accord? Moins les acomptes, moins les avances qui ont été obtenues. Et tout ça, bien sûr, divisé par le flux annuel du poste client, que ça va être tout simplement, attention,
Les créances clients au bilan, elles sont TTC. Donc le flux annuel du poste client, on verra tout à l'heure, c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires TTC. D'accord? C'est le chiffre d'affaires multiplié par 1 plus le taux de TVA. Donc voilà pour le temps d'écoulement. Maintenant, qu'en est-il du coefficient de structure? Alors, regardez bien, une chose est très simple. Vous vous rappellerez de la chose suivante. Pour calculer, c'est ça la norme en fait. Tout est fonction, on va exprimer le BFRE en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Donc en fait, la base de ce coefficient-là, le dénominateur, ça sera toujours, quel que soit le poste, ça sera le chiffre d'affaires hors taxe. Quel que soit le poste du BFRE que vous calculez, n'est-ce pas, le coefficient de structure aura toujours un dénominateur égal au chiffre d'affaires hors taxe. Et maintenant, regardez ce que vous allez retenir. Le dénominateur du coefficient de structure est égal au chiffre d'affaires hors taxe. Le numérateur du coefficient de structure sera toujours égal au dénominateur du temps d'écoulement. Je répète, le numérateur du coefficient de structure sera toujours égal au dénominateur du temps d'écoulement. Donc ici, je vais écrire quoi? Flux annuel du poste. Et lorsque je vais faire le produit des deux, on l'a vu tout à l'heure, on va obtenir le BFRE moyen du poste. On va obtenir le BFRE moyen du poste en jours de chiffre d'affaires hors taxe. D'accord? Donc on va faire TE fois CE. Bien. Je pense que maintenant, on va passer à des choses plus construites, c'est-à-dire que maintenant, je vais énumérer tous les TE, c'est-à-dire si jamais on ne vous les donne pas. Si on vous dit dans un énoncé, le temps d'écoulement des stocks est de 20 jours, TE c'est 20 jours. D'accord? Si on vous dit le temps d'écoulement des stocks est de 20 jours, TE c'est 20 jours. Si on vous dit, je ne sais pas moi, si on vous dit les fournisseurs nous payent dans 10 jours, eh ben le délai c'est 10 jours. Ok. Donc maintenant, avant de faire ce rapport-là, on a souvent les énoncés suivants. Et ça, j'espère encore une fois que je prends le temps de l'explication pour que tout le monde soit, qu'il n'y ait pas de, je dirais, j'aime bien que tout soit dit, même si de temps en temps c'est pas forcément dans un ordre. Je vais pas non plus faire, je fais de l'artisanal, hein, je ne fais pas des cours premièrement, deuxièmement, troisièmement. Le tout c'est qu'à la fin de la séquence, vous sachiez tous calculer un fonds de roulement normatif. J'espère que cette séquence-là sera vraiment opérationnelle. Donc je montre maintenant comment, qu'est-ce qu'on peut vous donner pour les TE. J'en énumère quelques-uns. Si on me dit encore une fois que le stock de matières premières, le délai de rotation des matières premières, c'est 15 jours. Eh bien, TE égale 15 jours. Ok, donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on me dit, par exemple, pour les clients, on me dit, les clients nous règlent, règlement des clients, le 30, fin de mois. D'accord. Les clients nous règlent le 30 fin de mois.
J'aurais pu dire le 10, fin de mois. J'aurais pu dire le 15, fin de mois. Mais ça, c'est pas important. Je vais vous expliquer, et là, je vais prendre le détail pour que les choses soient très claires. Qu'il n'y ait pas, qu'on ne fasse pas les choses mécaniquement. Lorsqu'on vous dit fin de mois, à la limite, je peux enlever le 30. Je dis les clients me payent fin de mois. Les clients nous règlent fin de mois. Ok. Je dis ça. Ok. Écoutez-moi bien. Regarde. On a vendu, l'entreprise a vendu aujourd'hui. Elle peut vendre demain. Elle peut vendre après-demain. Elle peut vendre dans 20 jours. Elle peut vendre dans 25 jours. Et elle peut vendre dans 30 jours. D'accord? Le client nous paye fin de mois. Donc le client le paye ici. D'accord? Ok. Le client nous paye ici. Après, je vous donnerai une opération simple. Mais là, je détaille délibérément parce que c'est une explication qui n'apparaît nulle part. Et effectivement, les gens, à chaque fois mes élèves me disent « mais pourquoi là ?» Bon, là, je vais prendre le temps de l'explication et je vous dis ceci. Regardez bien. J'ai des nombres entiers de 0 à 30. J'ai combien de nombres entiers de 0 à 30? J'en ai 31. Je fais la somme de tous ces nombres entiers. Je fais la somme de tous ces nombres entiers. Là, vous voyez très bien que vous avez une suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1. Lorsque vous sommez des termes d'une suite arithmétique, pour trouver la somme, qu'est-ce que vous dites? C'est le nombre de termes. C'est le nombre de termes, donc 31, multiplié par le premier terme, 0, plus le dernier terme, 30, le tout divisé par 2. Ce que j'ai calculé là, c'est la somme de tous ces nombres-là. C'est la somme de toutes les dates de règlement des clients. L'objectif, c'est de faire une moyenne. Donc je fais la somme de tout ça, et ça me fait quoi? 30, d'accord? Que multiplie 31 divisé par 2. Mais 30 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 15. Donc ça fait 15 fois 31. Si je fais la somme, la moyenne de tous ces nombres-là, je ferai la moyenne de ces nombres-là. Il y a combien de nombres de 0 à 31? Il y en a 31. Par conséquent, la moyenne de la somme de tous ces nombres-là, c'est 15. Que multiplie 31 divisé par le nombre de la somme des nombres, et ça fait divisé par 31. Je simplifie, et ça me fait 15. Autrement dit, la durée moyenne des règlements clients est de 15 jours. Donc là, j'ai pris le soin de prendre les clients qui achètent, qui nous règlent. On a vendu aujourd'hui, on a vendu dans un jour, dans 20 jours, dans 25 jours. Si elle fait ça, elle recouvrera sa créance. Le délai accordé au client sera en moyenne de combien? De 15 jours. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire tout ça. J'ai pris le temps de l'explication pour simplement vous dire que ceci, lorsque vous voyez la notion fin de mois, vous faites les choses très simplement. Vous dites fin de mois, d'accord? Le client peut avoir acheté aujourd'hui, il peut avoir acheté dans 30 jours, je fais la moyenne des deux, 0 plus 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc ici, TE égale 15 jours. Donc si on vous dit que le client règle fin de mois, le temps d'écoulement est de 15 jours. Alors maintenant, je reviens à ce que j'ai écrit tout à l'heure. Si on vous dit que les clients règlent le 30 fin de mois, vous avez deux possibilités pour faire ce calcul-là. Soit la façon simple, soit la façon un peu plus élaborée. À vous de choisir. Je fais la façon simple.
Regardez bien. Je dis que fin de mois, c'est de 0 à 30. Alors pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais mettre ici 20. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Les clients règlent le 20 fin de mois. Donc vous avez compris ici. Donc vous avez ici compris que le client peut avoir, on a vendu à cette date ou à cette date, on fait la moyenne, on l'a expliqué tout à l'heure, ça fait 15 jours, de là à là. Et ensuite, il y a un délai de 20. Donc le temps d'écoulement, c'est tout simplement 0 plus 30 divisé par 2, c'est-à-dire 15, plus bien sûr la durée de 20 jours, ça fait 15 plus 20, ça fait combien? 35. Donc ça, pour moi, c'est la façon la plus simple de faire. Maintenant, vous pouvez raisonner autrement. How? Comme ceci. Regardez. Vous dites, on a vendu ici. Le client va nous régler dans combien de temps? 30 plus 20, 50. On a vendu ici. Le client va nous régler dans combien de temps? 20. Je fais la moyenne des deux. 50 plus 20 divisé par 2, 70 divisé par 2, je retrouve bien le 35 de tout à l'heure, c'est-à-dire 15 plus 20. Voilà comment il faut faire. Dernier cas à comprendre. Si on vous dit, alors là je dis client, mais ça peut être les fournisseurs, ça peut être ce que vous voulez, hein, c'est simplement pour calculer TE lorsqu'on vous donne des jours. Si on vous dit par exemple, on a obtenu un crédit des fournisseurs, donc les fournisseurs nous payent, on paye les fournisseurs le 30, fin de mois, le 10. Le 30, fin de mois, le 10. Donc en fait, on paye, les fournisseurs, on les règle à 30 jours, fin de mois, le 10. On commence par fin de mois. Donc ça, c'est fin de mois, on fait la moyenne, ça fait 15. On rajoute 30. Et on rajoute 10. Ce qui fait 15 plus 30, 45. 45 plus 10, 55. Ou alors on fait comme on l'a dit tout à l'heure, on se place ici, on va de 0. Alors on va de 0. On va ici, on est à 30. Donc j'arrive ici 30, j'arrive ici 60, j'arrive ici 70. Donc si le client achète là, il va régler dans, si on achète là, on va payer dans 70 jours. Si on achète là, on va payer dans 40 jours. Si on achète là. Donc c'est soit 70, soit 40. Donc je fais 70 plus 40, ça fait 110. 110 divisé par 2, ça me donne bien le 55. Ok. Alors j'espère ne pas avoir été trop vite. J'en refais un autre. Je vais en écrire quelques-uns au tableau et on va les faire ensemble pour être sûr que tout le monde a bien compris. Alors, je prends ces trois cas. Premier exemple, les fournisseurs donc, sont réglés à 30 jours, fin de mois, le 20. 30 jours, fin de mois, le 20. Je commence par fin de mois. Je fais la moyenne de 0 à 30, ça fait 15. Donc voilà pour les fournisseurs. Donc ça fait 15, n'est-ce pas? Ça fait 15, d'accord? 30 jours plus 30. Le 20. Moi j'ai 20 jours. Ce qui fait 50, 60, 65 jours. Voilà pour le TE, pour ce poste fournisseur. Maintenant, TVA réglé le 21 de chaque mois. Pareil, le 21 de chaque mois, vous allez de 0 à 30, vous faites la moyenne, ça fait 15, et vous faites 15 plus 21, 15 plus 21, 15 plus 21, ça fait 36. 36 jours pour le TE TVA. Alors un dernier cas que je n'ai pas abordé tout à l'heure, si vous avez cette fois-ci la situation suivante, les clients nous règlent, regardez bien, nous règlent à 30 jours pour 30% d'entre eux, à 30 jours, fin de mois
pour 60% d'entre eux, et le restant nous paye comptant. Donc, je répète, à 30 jours pour 30% d'entre eux, à 30 jours pour 30% d'entre eux, à 30 jours pour 30% d'entre eux, à 30 jours fin de mois pour 60% et comptant pour les autres. Voilà comment on calcule le TE. Alors je commence par le premier. À 30 jours pour 30% d'entre eux. Ah, c'est 30 jours. À 30 jours, c'est 30 jours. Donc on écrit TE égale. Mais bien sûr, ils sont 30%. Donc je fais 30% de 30 jours. Plus. Là, c'est 30 jours fin de mois. Je calcule fin de mois, je fais la moyenne, ça fait 15. 15 plus 30, ça fait 45, mais 45 pour 60%. Donc plus 0,6 fois 45. Et bien sûr, le restant me paye comptant. Donc le restant, c'est tout simplement plus 10% que multiplie 0. Pourquoi 0? Parce qu'il n'y a pas de durée. Okay. Donc là, en fait, ce terme-là s'annule et vous faites l'opération. Bon, je vous laisse la faire et ça vous donne donc le temps d'écoulement pour ce poste client. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. Maintenant, si vous permettez, je vais, donc cette partie-là, on vous donne les valeurs. Maintenant, qu'en est-il des temps d'écoulement lorsque on vous donne aucune indication, autrement dit, sauf celle du poste correspondant au BFRE que vous cherchez, enfin au TE que vous cherchez, pardon. Alors, donc je vais énumérer, je vais écrire au tableau, les divers postes et on va donner le calcul du temps d'écoulement pour chacun des postes. D'accord? Alors, on va commencer d'abord par les stocks. Donc ici, vous êtes d'accord que le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. On va s'intéresser maintenant au stock de marchandises. Donc le temps d'écoulement, donc du poste stock de marchandises, le temps d'écoulement c'est au numérateur le stock moyen de marchandises. Au dénominateur, c'est le coût d'achat des marchandises vendues. Coût d'achat des marchandises vendues. Qui est égal à quoi? Qui est égal à l'achat de marchandises plus la variation de stock. Le temps d'écoulement, rappelez-vous, au dénominateur, c'est toujours le chiffre d'affaires hors taxe. Et le numérateur du coefficient de structure, c'est le dénominateur du temps d'écoulement. C'est pour ça que le coût d'achat des marchandises vendues, vous le retrouvez ici. Bien sûr, il me faut un petit S ici, mais je pense que... Bon, donc là, j'ai écrit assez rapidement. Donc, je vais vous donner un exemple numérique pour vous dire comment on manipule ça et ça et ça. Mais avant, j'en profite pour régler, pour vous parler des stocks. Donc là, j'ai parlé de stock de marchandises. Maintenant, qu'en est-il du stock de matières premières? Stock de matières premières. Voilà ce qu'on va écrire. TE, c'est le stock moyen de matières premières. TE. Le numérateur, c'est le stock moyen de matières premières. Pareil, stock initial plus stock final divisé par 2. Le dénominateur, c'est le coût d'achat des matières premières consommées. Je répète, c'est le coût d'achat des matières premières consommées. Et bien sûr, après le CS, pour le poste stock de matières premières, le CS, au dénominateur toujours chiffre d'affaires hors taxe, au numérateur, nous aurons quoi? Le coût d'achat des matières premières consommées.
Alors, ça sera un tout petit peu plus délicat pour le stock de produits finis. Donc, je vous donne rapidement son expression. Le temps d'écoulement du stock, donc du produit fini, le TE, du stock de produits finis, c'est toujours pareil. Le stock moyen de produits finis, attention, le stock moyen de produits finis, divisé par le coût de production, des produits finis vendus. Je répète, stock moyen de produits finis divisé par le coût de production des produits finis vendus. Prenez une feuille et notez ça. Et pour trouver le CS, je reprends le dénominateur précédent, c'est-à-dire que je dis que le CS, c'est le coût de production des produits finis vendus divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Voilà donc pour le poste produit fini. Après, nous avons aussi le poste en cours de production. Alors, pour le poste en cours de production, bien sûr, à chaque fois que je dis ça, j'ai omis à chaque fois que je calcule TE. Je reviens pour le TE, de stock de produits finis. Pour le TE, c'est, encore une fois, le stock moyen de produits finis sur le coût de production des produits finis vendus, et tout ça, bien entendu, multiplié par 360. N'oubliez pas qu'on cherche la durée en jours, multiplié par 360. Maintenant, qu'en est-il? C'est le même schéma, le poste en cours de production. On va donc prendre au numérateur le stock moyen d'encours, que je n'oublie pas, multiplié par 360, divisé par le coût de production des encours de l'année, divisé par le coût de production des encours de l'année. Je vous rassure tout de suite, en DCG UE6, on aurait peut-être un coût de production, mais bien sûr l'énoncé, comme on le verra tout à l'heure, je vais vous donner un exemple où on vous donnera le coût de production des produits finis vendus. Alors je vais juste vous donner un exemple numérique pour le calcul du TE et du coefficient de structure dans le cas de l'achat des marchandises. Je vous donne quelques éléments au tableau et on le fera ensemble. Alors, donc prenons l'exemple suivant. Nous avons donc nous sommes dans le poste achat, dans ce poste marchandises, donc stock de marchandises. Nous avons un stock initial de 58 000. Nous avons un stock final de bien sûr euros. Nous avons un stock final de 60 000. Nous avons achat de marchandises hors taxe pour 320 000. Nous avons ici le chiffre d'affaires hors taxe pour 800 000. On va donc calculer le temps d'écoulement et on va calculer le coefficient de structure donc pour le poste stock de marchandises. On va donc trouver le BFRE moyen du poste de marchandises, du poste de stock de marchandises. Alors on va calculer d'abord le stock moyen. Alors le stock moyen est égal au stock initial plus le stock final. Donc là, vous avez compris, l'opération est relativement simple. Donc la moyenne est tout simplement de 59 000. Donc ça, c'est mon stock moyen, 59 000 euros. Maintenant, on va calculer le temps d'écoulement. Mais avant de calculer le temps d'écoulement, on va calculer le coût d'achat des marchandises vendues. Le coût d'achat des marchandises vendues, on voit bien que la variation de stock de marchandises, c'est stock initial moins stock final. Nous avons un stock initial de 58 000 et un stock final de 60 000. Ça veut dire que l'entreprise a stocké, donc ça me fait du moins 2000. Moins 2000, qui va venir en déduction de la charge d'achat hors taxe, ce qui veut dire que le coût d'achat
le le coût d'achat des des marchandises vendues, des des marchandises point vendues, est est tout simplement égal à l'achat de marchandises, 320 000, plus la variation de stock, donc plus ou moins 2000, ça que fait moins 2000. Ce qui me donne un coût d'achat des marchandises vendues de 318 000. Très bien. On va donc pouvoir calculer maintenant le temps d'écoulement du stock de marchandises. Donc le temps d'écoulement du stock de marchandises est tout simplement égal. Alors je n'oublie pas toujours le 360, puisque je cherche en jour. Mon numérateur, donc, c'est le stock moyen, qui est égal à combien? À 59 000. Et mon dénominateur, c'est quoi? C'est le coût d'achat des marchandises vendues, c'est-à-dire 318 000. Alors en simplifiant, là j'ai arrondi, ça fera à peu près 67 jours. Ensuite, le coefficient de structure, rappelez-vous, pour calculer le coefficient de structure, on prend le chiffre d'affaires hors taxe, qui est de 800 000 au dénominateur. Et au numérateur, qu'est-ce qu'on remet? On remet le dénominateur du temps d'écoulement. Dans le cas du post-stock de marchandises, le dénominateur, c'est le coût d'achat des marchandises vendues, qui est égal à combien? À 318 000. Et là, je vais prendre quand même 318 000. Et là, je prends quelques virgules. Ça fait 0,39, 75. Donc ça, c'est le coût, le coefficient de structure. Et maintenant, on va calculer le BFRE moyen du post-stock de marchandises en multipliant 67 jours par 0,39, ce qui va me donner quoi? Alors ici, qu'est-ce qu'il faut interpréter pour 67? On peut dire que, bien sûr, un article va rester donc en magasin avant d'être vendu approximativement 67 jours. Hein, c'est le délai de rotation du stock. Et donc, si on veut calculer maintenant, en jours de chiffre d'affaires hors taxe, le BFRE moyen du poste, il suffira de multiplier 67 que multiplie 0,3975, calcul que je n'ai pas encore fait, que multiplie 67, que multiplie 67, que multiplie moins 39, 75. Ça me fait à peu près 26,63 jours. Donc le BFRE, écoutez-moi bien, le BFRE moyen du stock de marchandises va représenter 26,63 jours du chiffre d'affaires hors taxe. Okay. Voilà donc pour le calcul. Et donc maintenant, là j'ai énuméré tout ce qui est stock. Maintenant on va passer au client. Alors je vais donc effacer, écrire pour le poste poste client. Ensuite on va passer au poste fournisseur, etc. Ok. De façon générale, ici, pour le poste client, vous aurez ce qu'on appelle une moyenne des créances. Alors pour les fournisseurs, c'est pareil. On aura donc les dettes moyennes. Donc on aura donc pour le TE, pour les fournisseurs, on aura donc les dettes fournisseurs, dettes, divisées bien sûr par ce qu'on appelle les achats, achat de marchandises ou achat en général, cette fois-ci, achat TTC. Achat TTC.
D'accord. Donc pour les fournisseurs, on va faire donc dette sur achat TTC. Pour le coefficient de structure, puisqu'on a dit que pour le coefficient de structure, on reprenait le dénominateur du TE, donc ça donnera au numérateur achat TTC, et au dénominateur toujours le chiffre d'affaires hors taxe. Alors très rapidement, pour la TVA déductible, c'est TVA donc déductible sur chiffre d'affaires hors taxe pour le coefficient de structure. Pour le temps d'écoulement, on vous dira la TVA est payable à 15 jours, à 30 jours fin de mois, ou plutôt le 21 du mois suivant, etc., etc. Donc ça se calcule directement. Pour les salaires, on fait toujours, pour le temps d'écoulement, c'est pareil, on vous dira, les salaires sont réglés le 10 du mois, par exemple. Okay. En revanche, pour le coefficient de structure, pour les salaires, vous faites toujours salaire net sur chiffre d'affaires hors taxe. Pour les charges sociales, pour le temps d'écoulement, on vous donnera les dates, mais pour calculer le coefficient de structure, pour les charges sociales, vous faites au numérateur charges sociales divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, maintenant je vais vous dicter, si vous voulez bien, un énoncé, et on va essayer de finir avec ça. J'espère que cette séquence a déjà été enregistrée entièrement, parce que j'ai souvent des problèmes de connexion. Et puis voilà, donc on pourra effectivement affiner au travers de l'exemple qui va suivre. Alors, je vais inscrire les éléments au tableau. Je vais vous demander de le noter parce que je serai obligé d'effacer le tableau. Et ensuite, on va faire nos calculs pas à pas. Donc, j'irai assez vite, mais je pense que maintenant vous avez compris les fondements. Donc, vous n'aurez aucun mal à suivre le déroulé de ce qui va venir. Je vais vous montrer l'énoncé au tableau, mais bon, je pense que vous n'aurez... J'ai pas eu le temps de le taper, donc je l'ai fait manuellement. Donc voilà. Alors, je vais vous dicter les éléments si vous voulez bien noter. Donc, le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice. Donc, le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice. Attention, je vais devoir effacer le tableau après. Hein. Donc, le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice est de 20 millions. Le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice est de 20 millions d'euros. Donc bien sûr, on va supposer que c'est une entreprise industrielle, d'accord? Et donc le crédit accordé au client, donc je note, crédit accordé au client, en abrégé, crédit accordé au client. Crédit accordé au client, voilà ce que je dis, 30 jours, fin de mois. 30 jours, fin de mois. Alors, FDN, ça veut dire fin de mois. 30 jours, fin de mois. Ok. 30 jours, fin de mois. Là, en revanche, je vous donne le temps d'écoulement des stocks. Vous n'aurez pas à les calculer. Le temps d'écoulement des stocks. Temps d'écoulement des stocks. Le temps d'écoulement stock de matières premières. Stock de matières premières. Le temps d'écoulement est de 28 jours. Le temps d'écoulement du stock de produits finis, le temps d'écoulement est de 42 jours. Ensuite, le coût d'achat. Oui, je vous donne le coût d'achat. Donc, je ne vous donne pas l'achat de matières premières, mais le coût d'achat des matières premières consommées. Hein? Coût d'achat des matières premières consommées. Coût d'achat des matières premières consommées, le montant 10 200 000. 10 200 000 euros. Je répète, le coût d'achat des matières premières consommées. 10 200 000 euros. Achat hors taxe. Achat hors taxe.
Les achats hors taxes s'élèvent à à 9 800 800 000 000 euros. Ok. Le crédit obtenu des fournisseurs, le crédit obtenu des fournisseurs, le crédit obtenu des fournisseurs, c'est 30 jours, fin de mois, 30 jours, fin de mois, le 5. Crédit obtenu des fournisseurs, 30 jours, fin de mois, le 5 bien sûr du mois suivant. Hein? Fin de mois, le 5 du mois suivant, mais ça vous l'avez compris. Ensuite, frais de personnel, attention, frais de personnel. Frais de personnel. Le frais de personnel se monte à 9 234 000 234 000. Attention, les frais de personnel égale quoi? Salaire net plus charges sociales qui comprennent les charges salariales et les charges patronales. Donc je répète, les frais de personnel englobent le total des salaires nets plus charges sociales qui comprennent donc charges salariales et charges patronales. Et on vous dit que les charges salariales représentent 15% du brut. 15% des salaires bruts. Et les charges patronales représentent 35% des salaires bruts. 15% pour les charges salariales et 35% pour les charges patronales. On vous dit, les salaires sont réglés fin de mois, donc les salaires sont réglés fin de mois. Les salaires sont réglés fin de mois. Les charges, les charges sociales, donc patronales et salariales, sont réglées donc le 10, les charges, les salaires, donc là les charges, ça c'est les salaires, donc les charges sociales, elles sont réglées le 10 du mois suivant. Le 10 du mois suivant. Bien. Attention maintenant, nous avons, rappelez-vous, on avait des produits finis. Le coût, là c'est pareil, le coût de production des produits finis vendus, le coût de production des produits finis vendus s'élève à combien? 15 800 000. Coût de production, coût de production des produits finis vendus. La somme, c'est 15 800 000 euros. Le taux de TVA, d'accord, sur achat de matières premières et vente, le taux de TVA, bien sûr, il est à 20%. Donc, taux de TVA, 20%. Taux de TVA, 20%. Attention, la TVA est réglée le 19 de chaque mois. TVA réglée le 19 de chaque mois.
Voilà, donc je vous laisse noter tout ça. Je vous laisse noter tout ça. On va effacer et on va donc calculer poste par poste le TE s'il n'est pas donné, le CS, et ensuite on va faire un tableau dans lequel on va répertorier tous les besoins par poste. Donc on va calculer le BFRE moyen de chaque poste, selon que ce soit un besoin ou un dégagement, ou plutôt un besoin ou une ressource. Et ensuite on va calculer le FR normatif. Donc je vous laisse noter ça. Et je vais donc devoir effacer tout ça. Alors bien noté. Alors, je vous dis tout de suite, il est probable que ici ou là je fasse une erreur de calcul. Donc si je fais une erreur de calcul, l'important c'est surtout de bien comprendre la démarche. Parce que j'ai fait ça assez rapidement ce matin sur feuille. J'ai pas eu le temps vraiment de tout vérifier. Donc je vous demanderai d'être indulgent. Alors attention, je vais effacer. Je vais commencer parce que la séance risque d'être trop longue. Alors j'efface. Alors voilà, je vais commencer par... Je vais commencer par... D'abord, je vais commencer par le stock de matières premières. Donc je commence par le stock de matières premières. Le TE, on me l'a donné. On m'a dit que ce temps d'écoulement est de 28 jours. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est 28 jours. Ensuite, le CS, le coefficient de structure. Rappelez-vous, pour le stock de matières premières, au numérateur, c'est le stock moyen de matières premières, d'accord? C'est le stock moyen de matières premières. Pardon, excusez-moi, j'étais dans le TE. Pour le CS, c'est le dénominateur du TE, mais comme on a le TE, pour le TE du stock de matières premières, c'est le coût d'achat des matières premières consommées. Et le coût d'achat des matières premières consommées, on m'a dit que c'était 10 200 000. Donc 10 200 000 divisé par le chiffre d'affaires hors taxe qui est de 20 millions. Encore une fois, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Donc ça me donne un CS égal... Alors attention. Ça me donne un CS... Est-ce que j'ai fait une erreur? Je vais vérifier. En effet, donc j'ai fait une petite erreur. Donc ici, donc là, en divisant, ça me fait 0,51. J'avais trouvé autre chose, donc 0,51. Donc voilà pour le coefficient de structure, pour le stock, pour le poste donc, de stock de matières premières. Pour le stock de produits finis, stock de produits finis. Alors, le temps d'écoulement, on me le donne. On me dit que c'est combien? 42 jours, donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, le CS, rappelez-vous, pour les stocks de produits finis, au dénominateur dans ce poste-là, j'avais quoi? Le coût de production des produits finis vendus, et qui deviendra le numérateur du CS. Donc au numérateur, j'aurai le coût de production des produits finis vendus, et ça on avait dit que ça faisait combien? 15 800 000. Donc là j'ai 15 800 000. Le tout divisé par le chiffre d'affaires hors taxe, 20 millions. Ce qui me donne un coefficient de structure de 0,79. Alors, encore une fois, si jamais il y a une erreur de calcul, vous n'aurez aucun mal à la corriger, quitte à reprendre tout le détail, mais l'important, c'est la démarche. Donc on vient de calculer le stock, on vient de travailler avec le poste de produits finis. Maintenant, on va passer au poste client. Alors que les clients, on règle comment? On a dit que les clients nous réglaient à 30 jours, fin de mois. Donc là, vous avez compris, 30 jours fin de mois. Fin de mois, ça fait 15, moyenne, 0,30, 0 plus 30 divisé par 2, ça fait 15, plus 30, ça fait donc 15 plus 30, ça fait donc 45 jours pour les clients. Le temps d'écoulement est de 45 jours.
Alors rappelez-vous, comment dirais-je, le flux annuel du poste client, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires TTC. Donc tout le monde a compris que le chiffre d'affaires TTC, c'est le chiffre d'affaires hors taxe fois 1 plus le taux de TVA. Mais comme on va calculer CS en faisant, vous avez compris, CS, je fais quoi? Le chiffre d'affaires hors taxe fois le 1 plus le taux, ça me donnera forcément 1,20. Mais si vous voulez l'écrire, si vous écrivez le chiffre d'affaires TTC, on me donne le chiffre d'affaires hors taxe qui est de 20 millions. 20 millions, ça c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Je multiplie par 1,20 pour avoir le chiffre d'affaires TTC, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Et vous avez compris, pour le poste client, le coefficient de structure est toujours égal à 1 plus le taux de TVA, donc ici 1,2. On va passer maintenant aux fournisseurs. Alors, je vais donc effacer. Encore une fois, il faut impérativement noter tout ça, parce que je vais reprendre tout ça après. Donc, je passe au poste fournisseur. Rappelez-vous, pour les fournisseurs, bon, le temps d'écoulement, je l'ai, puisqu'on me le donne. Le coefficient de structure, pour les fournisseurs, c'est quoi? Le flux annuel du poste, c'est achat TTC. D'accord? Achat TTC. Donc, rappelez-vous, on avait des achats hors taxe pour 9 800 000. Alors, fournisseurs. Alors, les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Le crédit obtenu des fournisseurs est de quoi? 30 jours, fin de mois le 5. Alors, je commence 30 jours, fin de mois le 5. Fin de mois, une moyenne, ça fait 15. Plus 30, 45, plus 5, 50. Donc, pour les fournisseurs, temps d'écoulement, 50 jours. Très bien. Ensuite, le CS, fournisseur, c'est quoi? C'est achat TTC, c'est-à-dire achat hors taxe, 9 800 000, multiplié par 1,2, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe, 20 millions. Ce qui me donne un coefficient de structure pour le poste fournisseur de 0,588. OK. Alors maintenant pour les salaires, attention. Les salaires, en fait, comme les salaires nets et les charges sociales n'ont pas le même temps d'écoulement, et on verra qu'elles n'auront pas forcément le même coefficient de structure. On va donc, puisque la base n'est pas la même, et donc on va donc calculer d'abord le salaire net et les charges sociales. Alors là, j'aurai besoin du tableau. Donc là, vous avez noté pour les fournisseurs. Alors, je vais reprendre les éléments. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que les frais de personnel égale salaire net plus charge sociale. Les frais de personnel, je les connais. Les frais de personnel, on me les donne. Les frais de personnel, donc là, si vous permettez, je vais effacer pour avoir un tableau net. Les frais de personnel, on me dit qu'ils s'élèvent à 9 234 000. Donc les frais de personnel s'élèvent à 9 234 000 euros. On me dit que les charges salariales représentent 15% du salaire brut. Le salaire brut, je ne le connais pas. Le salaire brut, je ne le connais pas. Je vais l'appeler X ou je vais l'appeler S pour salaire. Donc, les charges sociales représentent 15% du salaire brut. S étant le salaire brut. Les charges patronales représentent 35% du brut.
Autrement dit, le total des charges, les charges sociales au total, représente, si j'ai bien compris, représente 0,5 du salaire brut. D'accord? 0,5 du salaire brut. Je sais que les frais de personnel égale, je vais écrire le salaire net. Le salaire net est égal au salaire brut moins les charges salariales. Le salaire net est égal à S, le salaire brut, moins les charges salariales. Je pose l'opération, mais je peux aller plus vite. Je pose l'opération pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type d'opération. Donc le salaire net, c'est le salaire brut auquel je retire les charges salariales. Et donc 1S moins 0,15S, donc le salaire net représente 85% du salaire brut. Ça, c'est le salaire net. Bien. Je sais que le salaire net est égal à 85% du salaire brut. Je sais que les frais de personnel égale salaire net plus charges sociales. Donc j'écris salaire net 0,85S. Salaire net plus charges sociales, charges salariales plus charges patronales, 0,5S. Égale aux frais de personnel pour 9 234 000. J'additionne 0,85 plus 0,5, ça fait 1,35. 1,35S est égal à 9 234 000. Ce qui me donne S égale 9 234 000 divisé par 1,35. Ce qui va me donner un salaire brut, si je ne me suis pas trompé, égal à 6 840 000. 6 840 000. Je répète, 9 234 000 divisé par 1,35 égale 6 840 000. Donc maintenant, je peux trouver mon salaire net. Donc le salaire net est égal à combien? Donc je le calcule un peu plus haut. Le salaire net est égal à combien? Le salaire net est égal au salaire brut, 6 millions, les salaires nets, c'est pas un salaire, c'est la masse salariale nette. 6 840 000 multiplié par, ça c'est le brut, multiplié par 0,85 pour avoir le salaire net. Donc si je multiplie, et si je ne me suis pas trompé, ça me fait un salaire net de 5 814 000. Voilà, salaire net. Le total des salaires nets égale à 5 814 000. Alors bien sûr, après, j'ai plusieurs façons de calculer, comment dirais-je, les charges sociales. Je fais tout simplement pour trouver les charges sociales. Je peux faire la masse salariale, donc les frais de personnel, moins les salaires nets. Et donc je vais trouver pour les charges sociales, en faisant la différence, ça,
D'accord? Ça, frais de personnel, moins le salaire net. Ou alors je prends la somme des charges sociales qui sont de combien? 15% salarial plus, comment dirais-je, 35% patronal, ça fait 0,5 fois le brut. Pour trouver les charges sociales, je peux faire tout simplement 50% de 6 840 000. Donc, le total des charges sociales, soit je fais ça moins ça, soit je fais 50% de ça. Je préfère 50% parce que c'est des chiffres ronds, donc ça fait 3. Ensuite, ça fait 4. 3 420 000. Voilà pour les charges sociales, 3 420 000. On va maintenant pouvoir calculer tous les éléments. Alors, on va commencer d'abord par les salaires. Le temps d'écoulement des salaires. Donc les salaires. Salaire net. D'accord. Donc le temps d'écoulement des salaires, c'est tout simplement, comme on a dit pour les salaires, qu'est-ce qu'on a dit pour les salaires? Les salaires sont réglés fin de mois. Donc les salaires sont réglés fin de mois, ce qui me fait tout simplement, j'espère ne pas m'être trompé dans mon tableau après, les salaires sont réglés fin de mois. Alors j'espère ne pas... Voilà. Donc les salaires sont réglés fin de mois, ça me fait donc TE égale 15. Les salaires sont réglés fin de mois, donc TE égale 15. Alors, rappelez-vous, pour le coefficient de structure des salaires, donc le coefficient de structure, c'est salaire net, donc 6 840 000, toujours divisé par le chiffre d'affaires hors taxe, 20 millions. Et donc le coefficient de structure des salaires, c'est 0. Oui. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Le salaire net, c'est pas cela. Ça, c'est le salaire brut. Voilà. Donc, je vais corriger. Donc, le salaire net, il est là. Ok. Donc là, je vais corriger. Alors, ça me fait. Je commence à être un peu fatigué, en fait. Ça fait donc salaire net 5 814 000. Divisé donc par le chiffre d'affaires hors taxe, 20 millions. Alors, et ça me donne un coefficient de structure égal pour les salaires à 0,2907. 0,2907. Ensuite, charge sociale. Charge sociale, donc patronale et salariale. Nous avons, alors on me dit que les charges sociales sont payées le 10 du mois suivant. Le 10 du mois suivant, donc ça veut dire 15 plus 10, ça fait donc 25. Le 10 du mois suivant, rappelez-vous, on va de 0 à 30, ça fait la moyenne, ça fait 15, et 10 du mois suivant, donc ça fait 25. Donc TE égale 25. Alors, le coefficient de structure, c'est les charges sociales, 3 420 000, divisé par 20 millions, ce qui me donne un coefficient de structure de combien? De 0,171. Enfin, il me reste la TVA à décaisser. Donc c'est très facile puisqu'on a le même taux de TVA pour le collecter et le décaisser. Donc pour trouver le montant de la TVA à décaisser, n'est-ce pas, le montant, je fais total des ventes moins total des achats, le tout multiplié par le taux de TVA, pour avoir la TVA à décaisser en faisant la différence entre le collecté et le déductible. Donc je passe à la TVA. On me dit que la TVA, qu'est-ce qu'elle est? On me dit que la TVA est réglée le 19 de chaque mois. Donc le 19 de chaque mois. Donc le premier, entre 0 et 30, ça fait 15 jours. Et on rajoute le 19. 15 plus 19, ça fait 34 jours. Donc là, je m'intéresse à la TVA. Donc TVA, ça fait donc... TVA. Alors, donc TE
On a dit que c'est 15 plus 19, ce qui est divisé par 2. Non, pardon, c'est déjà, pardon, c'est 0 plus 30 divisé par 2, ça fait 15, plus 19, et donc ça fait 34 jours. Ensuite, le CS. Pour calculer CS, on va calculer la TVA décaissée. Je calcule la TVA décaissée à part. La TVA décaissée, c'est quoi? C'est la TVA collectée moins la TVA déductible. Mais je sais que la TVA à décaissée, donc je calcule ici. Alors TVA collectée, c'est le total des ventes. Donc le chiffre d'affaires, c'est 20 millions. Ça c'est mes ventes. 20 millions. Bien sûr, moins achats hors taxes. Les achats, c'est 9 800 000. 9 800 000, ça c'est mes achats hors taxes. Le tout multiplié par le taux de TVA qui est le même, qui est de 20%, et divisé toujours par le chiffre d'affaires hors taxes, pour trouver le CS. Et je trouve un CS égal à 0,102. Voilà. Je suis presque au bout de mes peines. Je vous avoue que je suis un peu fatigué, parce que j'ai fait ça depuis ce matin. Et bon, j'espère que ça... L'important, c'est que ça soit profitable. Et comme ça, mes étudiants et vous, pour ceux qui êtes dans d'autres formations ou qui êtes même dans le cadre du DCG, j'espère que vous aurez apprécié, même si c'est un peu long, vous aurez in fine bien compris le principe. Maintenant, on va finir notre cycle. Je commence même à avoir très soif. On va finir notre cycle en dressant notre tableau. Alors encore une fois, soyez indulgents si jamais il y a des erreurs ici ou là. Alors on y va, j'efface tout et on y va. Alors pour abréger la vidéo, je vais quand même la poser et je vais mettre le tableau, je vais le remplir et je vais le commenter, ça va aller plus vite. Et entre-temps, je vais aller boire un verre d'eau. Très bien, on va pouvoir donc finir. Alors ici j'ai listé tout ce qu'on avait déjà dit. Donc là vous avez les divers postes, donc stock de matières premières, stock de produits finis, clients, poste fournisseur, le poste des salaires, les charges sociales et bien sûr la TVA à décaisser. D'abord les temps d'écoulement, j'ai recopié tout ce qu'on avait trouvé en jours, 28 pour les matières premières, 42, 45 pour les clients, 50 jours pour les fournisseurs et finir avec 34 jours pour la TVA décaissée. Ensuite, on a calculé les coefficients de structure pour chaque poste et on a trouvé les coefficients suivants, 0,51, 0,79 jusqu'à bien sûr le coefficient de structure pour la TVA décaissée de 0,102. Encore une fois, j'espère ne pas m'être trompé dans ce type de calcul, mais ce n'est pas important. L'important, c'est la démarche, c'est le fond. Alors maintenant, on va bien sûr, tout ce qui est à l'actif du bilan va bien sûr être un besoin, et tout ce qui est au passif va bien sûr être une ressource ou un dégagement. Donc ici, je fais le produit des deux, et ça me donne 14,28. Bien attention, tout ça est mesuré en jours de chiffre d'affaires. Autrement dit, si je vous dis quel est le BFRE moyen du poste stock de matières premières, eh bien vous me répondez 14,28 jours euros, 28 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour le stock de produits finis, 33,18 et pour les clients, 54 jours. Autrement dit, 54 jours veut dire que comment dirais-je, le BFR moyen du poste client représente 54 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Ok. Pour les fournisseurs, donc cette fois-ci c'est des ressources. Les salaires, bien sûr, ils sont différés, donc c'est une ressource. Les charges sociales, elles sont différées, c'est donc une ressource. La TVA à décaisser, elle est différée, c'est donc une ressource, puisque j'ai plus de collecté que de déductible, donc j'ai forcément une ressource, puisque la déductible, c'est un besoin, et la collectée, c'est une ressource. Je fais la différence des deux, que voici, et je trouve bien sûr arrondi un fonds de roulement normatif en jours de chiffre d'affaires hors taxe. En jours de chiffre d'affaires hors taxe, j'ai trouvé 60 jours. Ça, c'est le
besoin en fonds de roulement d'exploitation moyen ou, si vous préférez, le BFRE normatif. Exprimé en euros, c'est très facile. Il suffit donc de prendre 20 millions de chiffre d'affaires, c'est pour 362 jours. Pour un jour, c'est 20 millions divisé par 360. Et pour 60 jours, ça me fait 60 fois plus, soit en euros, un fonds de roulement normatif de combien? De 3 333 333. Et enfin, en pourcentage du chiffre d'affaires, il suffit de diviser 3 333 000 par le chiffre d'affaires hors taxe, 20 millions, fois 100, et ça me donne un taux en pourcentage du chiffre d'affaires de 16,7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonds de roulement normatif représente 16,7% du chiffre d'affaires hors taxe. Ce qui veut dire que maintenant, on peut considérer que si l'activité est à peu près identique, s'il n'y a pas de modification, à partir d'un chiffre d'affaires en N plus 1, si en N plus 1, on va prévoir un chiffre d'affaires de 25 millions, d'accord, on peut bien sûr, bien entendu, calculer le fonds de roulement normatif en jours correspondant à ce montant du chiffre d'affaires. D'accord. Donc si on vous dit que le chiffre d'affaires est de, on va dire je sais pas, peu importe, 30 millions, et que on sait que on peut exploiter le pourcentage, on sait que, comment dirais-je, le fonds de roulement normatif en pourcentage représente 16,7% du chiffre d'affaires, il n'y a qu'à faire 30 millions que multiplie 0,67. Voilà, je vous avoue être plutôt fatigué parce que ce cours-là, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait vendredi matin avec un groupe. J'ai refait la même séquence jeudi matin avec un autre groupe. Mais je trouve que ces 2 jours-là, j'avais beaucoup d'absents. Et donc, je leur ai promis de réparer ça pour ceux qui n'ont pas pu se rendre en cours. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager ça. Ça me motive pour pouvoir continuer. Encore une fois, désolé si je ne sais pas si la séquence a été capturée entièrement. J'espère que oui. Sinon, voilà, j'ai plus rien à rajouter. Non, tout est dit. La messe est dite. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.